Quand j'ai fait faillite, j'ai dit à ma femme, t'inquiète pas, avant mes 40 ans, on sera millionnaire. Et j'ai passé peut-être 10 ans de lourds sacrifices, mais j'ai une vie magnifique aujourd'hui. Et puis pour autant, il y a 10 piges, j'avais 460 € tous les mois. Alors salut à vous, j'espère que vous êtes en forme, je suis très content, c'est mon premier podcast, je suis avec Hassan B, le pro de l'IMO. Alors pourquoi j'ai accepté son interview? C'est très simple, il y a plein de personnes sur le marché de l'immobilier et il y a énormément de fake. Et ce que j'ai vraiment apprécié, on va pouvoir voir ensemble ça, c'est que il est authentique, vraiment je l'ai apprécié direct, je t'ai apprécié, j'ai trouvé qu'on a eu un super lien tout de suite et j'aime le fait que tu sois vraiment dédié à aider les personnes à réussir. Il passe du RSA à millionnaire et il a un diplôme. Un vrai diplôme, c'est 3 faillites. Donc c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir réussi ce diplôme. Et en tout cas, là, je suis vraiment très très content que tu sois là. Merci. J'aimerais que tu me racontes, parce qu'on va voir comment on arrive à être millionnaire. Oui. Mais comment on arrive à être RSA? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Faillite. Ouais, mon diplôme. Donc quand tu dis faillite, t'avais quoi comme boîte? J'avais des magasins de textile. Ouais. 3 magasins de prêt-à-porter. Que t'as créé, t'avais quel âge? 22, 23 ans. Donc tu crées ta boîte à 22-23 ans. Ouais, tout à fait. Tu te lances dans le textile. C'est ça. Et ça s'est passé comment les premiers temps déjà? Au début dur, Ouais. parce que pas d'argent, donc difficile à monter. Et d'un coup, ça fonctionne bien, Ouais. parce que beaucoup d'abnégation et beaucoup d'efforts. Donc tu te mets à avoir de l'argent. Ouais, voilà. Je m'achète une 206 cc. Ok. Donc, à l'époque, c'était la classe. C'était la grosse classe. Ouais, série Roland Garros, donc j'étais très fier de moi. Je gagnais à peu près 6 000 € par mois, si tu veux, avec l'ensemble de mes 3 points de vente. Donc ce qui était énorme pour C'est un sûr. jeune de 25 ans. Et puis, vers 2008, crise, beaucoup d'erreurs et faillite. Attends, juste avant ça, Ouais. quand tu te mets à être en 206 cc, Ouais, je pète un plomb. C'est-à-dire T'es jeune, tu connais rien à l'intelligence financière, tu fais la comparaison entre bénéfices, chiffre d'affaires, tu fais plein d'erreurs, je fais des erreurs de management, je fais des erreurs dans toi, ma vie. dans ta tête à ce moment-là, tu te dis Ouais. quoi? Que t'es le roi du monde, tu te dis quoi? Carrément. Carrément. J'étais dans une galerie marchande, je marche dans la galerie, je suis le pape. T'es le pape. Ouais. Et L'ego, il a explosé là. Est-ce que toi, t'es né où en France? Je suis né dans le nord de la France. C'est quoi En Picardie. En Picardie, Ouais, ok. tout à fait. Ton environnement familial, tes parents en termes financiers, c'était comment? Pas grand chose. Je vivais avec mon papa qui gagnait le SMIC Ouais. de l'époque et qui alternait entre le RMI et le SMIC. J'ai cru voir dans une interview, tu disais il travaillait vraiment Ouais, beaucoup, c'est ça? Beaucoup, plus d'une 50aine d'heures par semaine, il travaillait de nuit, énormément exploité par son patron. C'est un type très gentil, mon papa. C'est quelqu'un qui a jamais su dire non, en fait. Et toi, quand tu grandis, enfant, ado, et que tu vois ça, tu te dis quoi, toi, à cet âge-là? Tu trouves qu'il travaille trop? Est-ce que tu te dis des choses à ce moment-là? Déjà, je suis tout seul chez moi, donc je trouve qu'il travaille trop. Ça, Je suis tu tout vois seul pas. la nuit. Quand t'as 11-12 ans, tu te dis c'est bizarre. Et puis même, j'ai vu, et j'en parle dans mon livre que je t'ai donné, c'est quelque chose de marquant. Quand j'étais très jeune, j'ai vu les huissiers débarquer chez moi. T'as quel âge? J'ai une dizaine d'années. T'as 10 ans, Ouais. et ça se passe comment en fait? Ils sont arrivés à quelle heure de la journée? C'était une après-midi classique. Ils sont arrivés pour prendre les meubles, Et donc toi, piquer le chien. toi à ce la moment-là, totale, tes parents ils étaient ensemble? Non, Donc t'es qu'avec ton père? Ouais. Et t'as des huissiers qui rentrent, tout à ils fait. piquent le chien, ils piquent les meubles. Alors, ils voulaient piquer le chien, c'est-à-dire l'abattre. Parce que j'avais un chien qui était assez... C'était ton chien? Ouais, c'était mon chien. Donc c'était très douloureux comme expérience. Toi à ce moment-là, J'ai vu des gens quoi, en fait? vouloir piquer mon chien parce qu'il y avait un problème d'argent dans ma famille, parler mal à mon père parce qu'il devait de l'argent et être très humiliant et très condescendant. Et j'avais comme seule vision un papa qui ne répondait pas et qui ne pouvait rien faire parce que déjà il a été éduqué de cette façon-là. De quoi? De se laisser faire? Ouais, je pense. C'est-à-dire que tu sais, l'autorité, la hiérarchie, voilà, fait en sorte que je pense que c'est aussi son éducation. Toi, à ce moment-là, quand t'as 12 ans, on est en train potentiellement de vouloir abattre ton chien, te le Ouais. prendre, tu vois des meubles partir. Je suis en colère. T'es en colère, c'est de la Ouais. colère que tu ressens. Moi, de la colère, de la haine, de tout ce que tu veux. Et Mais qui se transforme rapidement en moteur. rapidement en moteur. Ouais. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je veux m'enrichir? À quel moment? Là, À ce moment-là? ouais, complètement. À ce moment-là, je me suis dit, personne viendra me parler comme ça. Dans ma vie, on viendra jamais me parler de cette façon-là. Et donc, pour qu'on puisse
pas venir me parler de cette façon-là. Et évidemment, le lien était corrélé au fait que mon père avait ce problème d'argent et on lui a parlé de cette façon-là parce qu'il avait ce problème d'argent, a été le déclencheur dans ma vie. Est-ce que tu penses que par rapport aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu dirais que c'est possible qu'un événement dur comme ça, ça puisse te créer un feu intérieur, une niaque qui fait que derrière tu cartonnes? La souffrance t'amène généralement au dépassement de soi. Et moi, ça a été vraiment un gros déclencheur. Donc en fait, t'as 12 ans, tu vis un événement difficile, ça crée de la colère. Je vivrai pas ça et je ferai ce qu'il faut pour. Et t'as 25 ans. En gros, il s'est passé 15 ans et là... Je le vis. J'ai vécu aussi les huissiers, j'ai vécu aussi l'humiliation. Attends, donc juste avant ça, t'as la 206 cc et 206. En gros, tu cartonnes. Ouais. C'est ça? À cette époque-là, ouais. À cette époque-là, tu cartonnes. Et 2008 arrive, crise économique mondiale. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont moins de pouvoir d'achat. Moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. C'est-à-dire que, voilà, j'étais pas super bon en management. J'ai fait plein d'erreurs stratégiques. Comme je te dis, je confondais bénéfices, chiffre d'affaires. J'avais aussi, si tu veux, moi, quand j'avais signé dans cette galerie marchande, j'avais signé avec des grands groupes, avec des gens qui savaient plus que moi. Et donc, quand j'avais un bail, il était épais comme mon poing, si tu veux. Moi, j'ai pas lu. Avec plein de petites lignes. Mais oui, mais moi, j'ai signé. Je suis passé d'un local commercial à 2 000 € par mois à 7 000 € par mois. Donc, si tu veux, quand tu passes de 2 000 à 7 000 avec des gens qui ont moins de pouvoir d'achat, forcément, mécaniquement, tu arrives à une récession, même dans ta propre activité, si tu veux. Donc, à un moment donné, c'était normal que la faillite arrive. Et donc, tu fais faillite. Ouais. Comment tu vis ça? Très bien. J'irais même plus loin. J'ai limite, parce que tu passes par un stade de redressement en France. C'est-à-dire qu'on t'aide. On t'aide à essayer de sauver ta boîte. Sauver ta boîte. Parce que tu as des salariés à ce moment-là? J'avais des salariés, ouais, tout à fait. Bon, au fur et à mesure, ils ont dû partir parce qu'il y avait un manque d'actifs. Mais moi, j'étais tout seul, encore dans mon magasin. Et je pense très sincèrement que j'aurais pu le sauver. Pourquoi? Parce que mécaniquement, j'aurais pu redresser la barre si je m'étais donné à 200%. Tu veux dire que si là, je te téléportais à l'époque et que tu peux conseiller le plus jeune toi, tu sauves la boîte, c'est ça que tu veux dire? Ouais, carrément. Même à l'époque, je l'aurais sauvé. Mais dans ma tête, il fallait que je fasse faillite. Pourquoi? Pour justement me remettre un coup de pied au cul et plus faire les erreurs que j'avais fait et puis partir dans un autre domaine. Faut savoir que j'avais aussi ce statut de gérant à cette époque. C'est-à-dire que je travaillais non-stop. Au final, je gagnais 6 000 €, mais par rapport aux heures que je faisais, à l'engagement que j'avais vis-à-vis et les responsabilités et les dettes et autre chose comme ça, c'était pas grand-chose. Quand tu rationalises, c'était pas si exceptionnel que ça. Ton entourage, les gens, le fait que tu fasses faillite, ils disent quoi en fait? Parce qu'en France, au final, rater, c'est quand même pas sexy. Il a fallu que je trouve quand même un boulot. Après, c'était impossible de trouver un boulot. Pourquoi? Impossible. T'es perçu comme un loser, complètement. J'arrivais dans des magasins de prêt-à-porter pour dire, moi, je reviens au statut de vendeur. Les gens, alors, soit avaient peur parce que mon CV, j'étais un entrepreneur. C'est bizarre, un entrepreneur qui revient au statut de vendeur. Soit, vous avez fait faillite, donc vous avez foiré quelque chose dans votre vie. Alors vous n'êtes pas bon, quoi. Vous n'êtes pas bon. Ouais. Alors que la mentalité anglo-saxonne, t'es plus, tu vois, avec cette fierté de j'ai entrepris. Même si je me suis cassé la gueule, j'ai entrepris. J'ai fait certaines interviews aux États-Unis, d'ailleurs, tu corresponds vraiment à ça, c'est que où je demandais à la personne de se présenter exactement comme toi, et la première chose qu'elle me disait, c'est j'ai foiré ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, et moi je me disais, en tant que Français la première fois, il est bizarre quand même. Et non, je suis super content que tu le fasses, parce qu'il y a vraiment besoin de gens comme toi, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, de partager le message qu'on a le droit d'échouer, et qu'on a le droit de rater. Tu vois, j'avais vu donc j'avais 19 ans, j'étais dans le métro à Lyon, et il y avait une affiche d'une grosse boîte de soutien scolaire, et c'était marqué Lao Tse dit l'échec est le fondement de la réussite, et c'était en gros marqué en dessous il a tort. Et je me disais c'est grave, c'est-à-dire qu'on est en train d'envoyer à des millions de jeunes le message t'as pas le droit d'échouer. Et il y a une autre analyse qui était vraiment intéressante par rapport à ce que tu dis. Ils ont montré la même boîte qu'on fait une pub pour la France et pour les États-Unis, et en gros la pub c'est un gymnaste qui s'entraîne. La version française, il s'entraîne beaucoup, mais il réussit tout le long. C'est le premier de la classe tout le long de la pub. Aux États-Unis, c'est il s'entraîne, il rate, il s'entraîne, il rate encore plus. Et ça commence à marcher, il rate. Ça marche, il rate. Et un énorme succès à la fin. Et je trouve on a besoin en France de gens qui partagent du fait que aujourd'hui tu cartonnes, ça marche, et je suis très content en plus que tu puisses raconter comment aujourd'hui t'aides les entrepreneurs et aussi les personnes à se créer cette indépendance financière. On va y venir. Il y a besoin de gens comme toi, mais ce qui est top avec toi, c'est que ça permet vraiment de se dire j'ai le droit de rater et je vais quand même y arriver. Et j'irai même plus loin, c'est que si tu utilises la stratégie de la lose, du perdant,
C'est quoi la stratégie de la lose? C'est échouer, puisque tu as tenté. Forcément, c'est mathématique. Si tu tentes 10 choses, mathématiquement, tu vas en foirer 8, 9. T'en foireras même peut-être 10. Donc ce que tu veux dire, c'est que juste pour être sûr d'avoir bien compris, t'encourages la stratégie de la lose. J'encourage à mort la stratégie de la lose. Ouais. Mais après, c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi, pour moi, être un entrepreneur, devenir un entrepreneur, tu le deviens pas, tu l'es. Ça doit faire partie de ton ADN. Comment tu sais alors? Imaginons il y a quelqu'un qui nous écoute qui se pose la question. Comment tu sais? Il doit avoir une notion, un ratio, une visibilité vis-à-vis du risque, vis-à-vis de tenter des choses qui sont vraiment folles. Il doit avoir une grosse largesse entre... Tu veux dire son aisance au risque doit être plus grande que la moyenne? Complètement. Et comment tu évalues ça en fait? Imaginons là, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui aurait, je sais pas, 30 ans. Son environnement autour, je sais pas, voilà, il travaille dans une entreprise, il a une belle vie en soi, mais tous ses amis autour lui le ressentent. Comment il peut calibrer son aisance au risque? Comment faire? Comment savoir? Tiens, quelqu'un qui nous écoute, il faut absolument que j'aille travailler avec Hassan, je vais me créer un parc immobilier. Même quelqu'un qui l'a pas encore fait, je sens que ça m'attire. Comment savoir je suis la bonne personne pour travailler avec toi par exemple? Faut qu'il essaye déjà. Faut qu'il essaye, il faut qu'il ait envie. Il faut qu'il ait envie pour les bonnes raisons. Faut pas qu'il ait envie parce qu'il a vu 3 vidéos où ça clignote de monts et merveilles en te disant c'est fantastique, dans 6 mois tu vas être millionnaire. Parce que tu vas entreprendre. Faut qu'il ait envie et faut qu'il se dise tiens, si je vais par exemple avec moi, si je prends un entrepreneur avec moi, je veux qu'il se dise je vais en chier, je vais suer, je vais verser des larmes de sang et peut-être que j'y arriverai pas. Et c'est ça le pire, peut-être que j'y arriverai pas. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Donc tu veux dire que la personne, elle a un désir à l'intérieur d'elle, qu'elle a envie de le faire. Et ça va au-delà de je veux le faire parce que je veux que ça marche. Je veux le faire parce que quelque part je le ressens et il faut que je le fasse. Parce que la vie que je mène aujourd'hui n'est pas suffisante. Parce que l'entourage qui est proche de moi n'est pas suffisant. Il y a une phrase dont j'aimerais que tu me dises ce que ça veut dire pour toi. D'accord. J'adore cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Vise grand, refuse la normalité. Donc t'imagines même pas, cette phrase elle est importante pour moi. Avec des mots différents, j'invite les gens à... Le mission statement de la boîte, de notre boîte, c'est... apporter à ceux qui osent rêver grand les outils et les stratégies pour leur permettre d'accomplir ce qui est presque impossible. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je peux te le dire de manière crue. Vas-y. Déjà, dans un premier temps, c'est de pas se mettre de barrières ni de limites. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, moi, la vie avec le scénic, la maison sur 20 ans, la femme, 2 enfants, le petit barbecue dans le petit jardin, dans la petite vie, c'était pas pour moi. Et le petit chien aussi. Et le petit chien, bien évidemment. Tout avec cette notion de petit, si tu veux. Tu t'entends les gens, moi je trouve ça hyper oppressant en fait pour moi, de me dire ce week-end on se fait un petit barbecue, ce week-end on se fait un petit resto, c'est tout ramener au petit. Non, pourquoi petit? T'as 2 bras, 2 jambes, t'as une tête, tu connectes, tente quelque chose. Mais au moins vise grand, alors je vais pas te sortir des phrases bateau, vise la lune pour atteindre au moins les étoiles. Ce que tu veux dire c'est vise le plus grand qui te vient en fait. Fais le maximum de ce que tu peux faire, ta vie elle est limitée, t'as un temps. Tu n'es qu'un spermatozoïde qui va se transformer en poussière. Donc à un moment donné, entre ces deux moments, il va falloir faire quelque chose. Tente tout ce que tu peux tenter, et puis tu verras. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que ça va au-delà, encore une fois, comme tu disais sur YouTube, j'ai vu un truc qui clignotait et qui m'attire. C'est je le fais pour être fier, c'est mes mots, hein, mais je le fais pour être fier de moi, je donne le maximum parce que c'est vraiment important pour moi, je veux me réaliser, je veux m'honorer en fait, c'est ça? Absolument. Donc tu fais faillite, t'as du mal à trouver des jobs, qu'est-ce qui se passe après? Comment t'en arrives au RSA en fait? Mathématiquement, c'est-à-dire qu'à l'époque, un entrepreneur, lorsqu'il ferme sa boîte, n'a pas de chômage. Non. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de mettre ça en place. Les entrepreneurs qui font faillite ou qui ferment leur boîte peuvent cotiser pour du chômage. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui, ce qui est en train de se créer en France. C'est important que tu en parles parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, la vie de l'entrepreneur, c'est que génial ». Et c'est vrai, sur plein d'aspects, c'est extraordinaire. Ouais. Mais de se dire qu'effectivement, quand tu parles de risque, t'es beaucoup moins aidé quand ça foire. Ouais, et surtout à l'époque. Mais de toute façon, de manière générale, t'es peu aidé. Et je pense qu'on a une mauvaise vision, surtout en France, de l'entrepreneur, alors que l'entrepreneur est plus dans le partage que le salarié. Sans jeter l'opprobre aux salariés, moi j'ai des salariés, mais l'entrepreneur est complètement dans le partage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se paye en dernier. Il fait d'abord vivre ses clients, ses fournisseurs, son loyer, ses crédits, ses équipes, et après lui il prend. Et il prend peut-être même pas dans les premiers 6 mois, il va prendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans. Ouais. Il y a des gens qui commencent simplement à prendre dans 10 ans. Et après quand tu vois un entrepreneur qui a réussi, qui a une belle bagnole, qui a une belle montre, qui a un beau costard, tu te dis c'est facile pour lui. Non? Ça t'est arrivé à un moment où... un mois comme ça où
tu vois que t'as pas assez d'argent là pour payer toutes les équipes. Ouais. Ça t'est déjà arrivé un mois comme ça? Ou un Tous mois... les mois, c'est comme ça. Tous les mois, c'est le stress. Le stress, mais je veux dire, est-ce que ça t'est arrivé un jour plus particulier où tu t'es dit, je sais pas si on va réussir à payer les équipes, en tout cas, je ne paye pas ce mois. Ça t'est arrivé un moment comme ça? Complètement. Tu peux me raconter comment tu le vis? Ouais, comment tu le vis? Tu le vis mal. Tu le vis mal parce que derrière toi, tu penses aux familles qu'il y a. T'as une responsabilité. T'as une responsabilité vis-à-vis de tes clients, t'as une responsabilité vis-à-vis des gens qui travaillent pour toi. Donc c'est une pression incroyable. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à ça, c'est-à-dire que ça doit être dans ton ADN aussi. Est-ce que tu es capable à supporter ça? Est-ce que tu es capable de gérer cet amas de problèmes? Parce que plus tu vas grossir, plus tu vas aussi engendrer cet amas de problèmes. Plus tu vas avoir des équipes, plus tu vas avoir des prestataires, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir des problèmes. Et malheureusement, on l'entend pas assez. Il faut l'entendre. C'est pas si sexy que ça. Il y a une anecdote, je pense que c'est vraiment en phase avec toi. J'adore cette anecdote-là. Donc c'est une vraie histoire. Hein. C'est un jeune qui a la chance aux États-Unis d'avoir Elon Musk qui intervient en privé pour une trentaine d'étudiants. Donc t'imagines, t'as 20 ans et t'as Elon Musk qui vient juste pour toi, et donc ils sont tous comme des dingues. Ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie de créer leur boîte, et ils vont avoir la possibilité de poser à Elon Musk une question. Donc Elon Musk arrive, le gars, donc il a 18 ans, il dit tiens Elon, quel conseil tu pourrais me donner pour entreprendre? Et Elon Musk comme ça, il fait un long silence. Et on t'imagine la pression parce que ils attendent tous qu'est-ce que va me dire Elon Musk pour le secret pour réussir, et ça dure vraiment longtemps le silence. Et après un long silence, il fait entreprendre c'est dur. Et oui. et le mec, le jeune, il explique, il dit sur le coup, j'en ai vraiment voulu Elon Musk. Ouais, forcément. Mais 10 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il m'a fait un vrai cadeau. Et c'est ce que tu es en train de faire là. C'est que quelque part, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, il permettait aux vrais entrepreneurs des 30 élèves d'entreprendre. Parce que les vrais des 30, ils sont pas arrêtés par quelqu'un qui leur dit que c'est dur. Au contraire, même, ils étaient stimulés, excités. Et c'est ce que j'entends dans ton message. Tu fais office d'Elon Musk là pour les gens qui m'écoutent. Non, c'est top. Enfin, moi, je te remercie énormément. C'est moi. Parce que j'ai beaucoup de gens dans mon audience qui ont envie d'entreprendre. J'en ai beaucoup qui sont entrepreneurs. Et ça fait vraiment du bien. Moi, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un en interview qui a le désir d'être le plus vrai possible avec son audience. Et c'est courageux parce que c'est moins sexy sous plein d'aspects que de dire t'as un luxe de vie, t'as une réussite qui peut faire fantasmer plein de personnes. Et bravo pour ce que tu fais. Merci. Et tu fais le choix de montrer les deux côtés de la pièce. C'est un cadeau que tu fais aux gens en fait. Et j'espère vraiment que les gens qui nous regardent, écoutent, comprennent ça. Parce que ça paraît un peu moins sexy sur le coup. C'est comme te goinfrer et bien manger. Te goinfrer sur le coup, ça peut être agréable sur le coup. Mais après 10 ans à te goinfrer et manger n'importe comment, t'es pas en pleine santé. Et moi, pour moi, ce que t'es en train de faire, c'est d'aider les gens à être en bonne santé entre guillemets en leur disant ce qu'ils ont besoin. Parce que effectivement, si je disais aux gens, j'ai un secret pour que tu sois mince et que tu aies des abdos, tu vas manger des fondants au chocolat tous les jours, je pourrais créer une formation qui cartonne. Et il y en a. Et il y en a. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que tu es en train de dire, tu as envie d'avoir un parc immobilier, tu as envie d'être libre financièrement, tu as envie de cartonner, je suis ton homme, mais on va faire des abdos. Et on va prendre soin de notre corps et c'est super. Théo RSA, ouais. Je sais que c'est un truc important par rapport à ce désir de contribuer, parce que je ne l'ai pas encore dit et je voulais laisser les gens découvrir ça, plus que d'être quelqu'un qui a transformé ton enfance en t'apportant la sécurité financière, mais aussi l'état d'esprit que tu aurais aimé voir à cet âge-là. Plus que de faire ça, tu as une vraie dimension de vouloir impacter des gens. C'est un vrai sens. Tu pourrais je veux pas spoiler les personnes, mais le rôle que ça a joué le RSA dans la suite et dans ton désir aujourd'hui de contribuer. Pourquoi ça a été important finalement de recevoir le RSA? Parce que dans certains pays, c'est même encore moins que le RSA si tu n'y arrives pas. En fait, tout n'est pas parfait en France. Il y a plein de systèmes qui vont pas. L'impôt est lourd, l'impôt peut être pour certains confiscatoire, l'impôt est opaque, l'impôt est obscur. Ça, c'est pour les choses qui vont pas. En revanche, en France, c'est quand même un pays de droit. C'est un pays où il y a la sécurité sociale, où il y a, pour les gens qui sont en précarité, le RSA, où il y a un système qui repose quand même sur un système social, qui aide les gens. Et moi, m'étant retrouvé dans cette situation, j'ai pris conscience et acte que si j'avais pas ça, c'était la rue. Qu'est-ce que tu veux faire sans ça? Rien. Aujourd'hui, étant un entrepreneur, je paye beaucoup d'impôts. Beaucoup. Mais je suis très fier d'être un entrepreneur citoyen et que mes impôts, alors même si, comme je te l'ai dit au préalable, c'est opaque, obscur, il y a quand même une partie qui permet à des gens comme toi, permet à des gens d'être dans la précarité, de les aider parce qu'on me ponctionne, parce que je suis participatif. C'est ça en fait le message que j'ai voulu faire passer à travers l'influence financière, c'est d'être contributif.
par rapport à ce que tu mets en place. J'aime vraiment beaucoup ce que tu es en train de dire. Et là, c'est surtout pour la partie de mon audience qui connaît un peu moins l'entrepreneuriat. Il y a 4-5 ans, il y a une association d'ailleurs que tu penses que je t'adorais qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. C'est une association à but non lucratif qui permet à des entrepreneurs d'intervenir dans des collèges et lycées pour partager ce que c'est l'entrepreneuriat à des jeunes. Tu commences ta conférence en demandant aux jeunes qu'est-ce que c'est pour vous un entrepreneur. C'est perturbant, fascinant aussi. Le nombre à l'époque, je pense que ça a un peu évolué, mais le nombre de jeunes de 15 ans, 12 ans, 13, 14 ans, collège, qui quand tu leur poses la question, donc moi j'ai fait ça, te répondent, c'est un enculé, c'est un arnaqueur, c'est quelqu'un qui pense qu'à soi, c'est quelqu'un qui vire les gens. Et je sais que j'ai mon audience elle est très sensible à avoir un impact dans la vie des gens. J'ai beaucoup de gens dans mon audience qui veulent créer des associations, qui veulent contribuer à des causes. Et souvent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas autour d'eux des entrepreneurs. Moi, par exemple, j'ai pas grandi avec des entrepreneurs autour de moi, donc je savais pas ce que c'était un entrepreneur. T'as l'impression que cette vision-là de l'entrepreneur, c'est la réalité. Alors, je dis pas que c'est pas une partie de la réalité. J'aimerais que tu t'en parles plus pour quelqu'un qui, d'ailleurs, c'est pas vraiment ce que c'est entreprendre, parce que c'est intéressant. T'es en train de montrer qu'à partir du moment où t'es entrepreneur, tu rends service à ta communauté. Pour des gens qui, pour le coup, ils ont jamais entendu cette idée, comment finalement gagner de l'argent, entreprendre, avoir des salariés, c'est aussi une manière de contribuer au monde. Je vais être peut-être à contre-courant de ce que les gens peuvent penser, mais je crois pas en la philanthropie, de manière générale. L'être humain, lorsqu'il amasse de l'argent, c'est difficile de donner. Très sincèrement, c'est difficile de donner. Mais par contre, si on vient lui prendre un petit peu, tu sais, par le biais de l'impôt, impôt qui est pris directement sur ce qu'il gagne. Tu veux dire qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et moi, aujourd'hui, je suis pas un philanthrope de nature, où je vais donner naturellement. Mais en tout cas, je suis très fier de l'être par obligation. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on va être très simple. Je gagne 100 000, on me prend 50 000. Donc, je paye beaucoup d'impôts. Je paye énormément d'impôts. Et quelque part, je me dis que j'aide. C'est ta manière à toi de contribuer. Exactement. Parce que je suis dans un système où je crée de l'emploi, où je fais vivre des gens, où je cotise pour des retraites, où je cotise pour du RSA, où je paye pour plein de choses comme ça, les hôpitaux, les routes, etc. Et c'est ça pour moi ce qu'est être un entrepreneur citoyen. Et comme je te le disais, un entrepreneur est plus dans le partage. Parce que d'abord, il paye. D'abord, avant tout de me payer moi, je paye les impôts. Donc, je paye ce système. Donc, je paye ce système social. Et comme je te dis, évidemment, il n'est pas parfait. Il y a plein de choses à changer. Mais en tout cas, moi, je suis fier de payer mes impôts en France, de faire travailler des gens en France. Il y a une question là qui est liée à ça, où je pense que tu peux apporter beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui ont une relation à l'argent qui est très compliquée. Ouais. Ils l'associent à... Mal. Voilà, c'est le mal. C'est le mal. Quel conseil t'aimerais partager à quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'argent, avec l'idée de s'enrichir? Je pense que ça commence dans le langage. Ouais. Déjà, simplement. Je te dirais une chose, c'est que plus tu deviens riche, plus tu deviens une meilleure personne. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce que je t'expliquais au préalable. C'est-à-dire que plus tu deviens riche, plus tu payes d'impôts, plus tu participes. Donc plus tu es une meilleure personne. C'est comme ça que je vise et que je vois ce mouvement. De créer des millionnaires à travers ce système qui est l'influence financière, qui vont être dans la redistribution. Et puis, des gens aussi de valeur, qui vont à un moment donné lutter pour des causes qui leur sont importantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu es quelqu'un d'influent parce qu'il a de l'argent, il va pouvoir avoir un poids plus important quand il va parler d'écologie, plutôt que le gars qui est personne. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un parce que tu as de l'argent. Tu veux dire que pour quelqu'un qui ne serait pas à l'aise par rapport à l'argent, ce qui peut l'aider à être plus à l'aise, c'est de se dire, voilà, si j'ai plus d'argent, je vais pouvoir avoir plus d'influence Absolument. Sur ma société. Tout à fait. Sur les gens autour de moi. Sur ma société, sur l'écologie, sur ce que tu manges, sur comment on éduque tes enfants à l'école. C'est sur tout ça. Donc la question que la personne pourrait se poser là qui nous regarde, c'est de se dire, ok, c'est pas de l'argent seulement que je veux, c'est pourquoi je veux cet argent et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour influencer autour de moi, c'est ça ? C'est ça. Ça, c'est le fond. Ouais. Et la forme, je te dirais qu'il n'y a pas de mal non plus. Moi, j'aime ça, l'argent. J'aime en gagner. On est dans un système capitaliste. Tu sais que tu viens de dire une phrase diabolique. Je sais, mais tu fais l'interview à Satan, là. Mais... Oh putain, je suis en danger. T'es en danger. Mais moi, j'aime ça. Puis en plus de ça, moi, je vois ça comme c'est un système de mesure. Et je vois ça comme un compétiteur. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré le sport, je fais de la boxe. Quand je monte sur un ring, c'est pas pour me faire coucher. C'est pour gagner. C'est pour gagner. Okay. Pour mettre le mec par terre, si tu veux. Donc quand je crée une boîte, quand je crée un système, quand je crée un business, c'est pas pour gagner peu ou gagner petit, pour aller faire mon petit barbecue. C'est pour gagner gros, pour faire beaucoup. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'argent pour toi, c'est un outil de mesure pour évaluer à quel point tu y arrives, à quel point t'es performant. Et parfois, je me fais des cadeaux qui sont des trophées. Par exemple ? Une voiture qui va symboliser le
statut d'une réussite, mais qui n'est pas une finalité en soi, si tu veux. Moi, je suis quelqu'un de très minimaliste. Alors justement, tiens, je voyais dans une interview, tu disais que pendant plusieurs années, 10 ans je crois, tu as été très économe. Pire que ça. Pire que ça. Tu nous en parlais. Comment tu trouves l'équilibre entre je me fais plaisir et je suis sage et je prends tout mon argent pour l'économiser ou la réinvestir? Aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Pas forcément seulement ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Il y a une grosse différence entre ce que je conseille et ce que j'ai fait. Justement, qu'est-ce que tu conseilles? Ce que je conseille, c'est d'avoir un juste milieu dans les choses. En revanche, moi, je suis un extrémiste. C'est-à-dire que... Attention à ce que je dis, hein, mais... Extrémiste dans ta manière de gérer ton argent. Voilà, extrémiste dans ma manière de faire et de me focusser sur les choses. Quand j'ai fait faillite, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, t'inquiète pas, avant mes 40 ans, on sera millionnaire. Ok. Le mec, il vient de faire mes rideaux, des dettes, il a ça dans la poche. Elle a vécu comment, ta femme, la faillite? Elle m'a dit, je te crois. Quelque part, moi, ça me donne du punch, quoi. Tu vois, c'est un vrai moteur. L'équilibre, pour moi, je l'ai pas trouvé. Pour les gens, je pense qu'il faut un juste milieu. C'est-à-dire que va falloir qu'il soit un minimum économe et un minimum dans cette sensation de plaisir. De se faire plaisir. Moi, j'ai dit à ma femme, on part en prison pendant 10 ans. C'est ce que tu lui as dit, c'est les mots que tu as employés. C'est ça. Ah, c'est très sexy comme c'est sexy comme rêve. Elle a vécu de déménagement en déménagement parce que on faisait des achats-reventes. Elle a vécu dans des appartements et des logements de moins bonne qualité que les locataires qui étaient là. Sachant pour préciser, t'as des enfants. Des enfants. Ouais. T'achètes pas de vêtements. Pour une femme, t'achètes pas de maquillage. Tu pars pas en vacances. Rien. Privé de tout. Vous avez eu des conflits par rapport à ça des fois? Oui, évidemment. Comment tu l'as géré? Je faisais croire que ça allait arriver. Et tu le croyais? Non, moi je savais que non. Parce que je connaissais ma mécanique et ma mécanique de l'argent. T'en précises ce que tu veux dire quand tu dis non. C'est-à-dire que non, ça va pas arriver dans l'année. C'est quoi que tu veux dire? Oui, moi je la rassurais en lui disant t'inquiète pas, fin d'année on se fera un petit plaisir. Et ça arrivait pas? Non, ça arrivait pas. Pourquoi tu fais pas jusqu'à 70 ans comme ça? Je pourrais, moi. Je pourrais. Donc, alors pourquoi ça a changé? Je pourrais parce que, comme je te disais, je suis un peu extrême dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que moi, je suis en mode rouleau compresseur et j'avance. On a eu un moment marquant avec ma femme, c'était quand on était face à un conseiller en gestion de patrimoine. Alors, c'est des personnes qui regardent un petit peu le patrimoine que tu as et les choses que tu fais. C'était déjà il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et il regarde mon patrimoine et il me dit, putain, waouh, c'est pas mal ce que tu as fait. Et donc, il dit, t'es millionnaire, mon coco. Et je vois ma femme, elle se ferme, quoi. Vide. Livide. Puis bon, moi je suis là, ouais, d'accord, ok, mais et tu comprends ce qui se passe? Je sens du froid, en fait, là, tu sais. Et tu t'arrives à l'interpréter, tu sais comprendre? Un peu, pas sur le coup, parce qu'après, moi je suis dans mon délire, en fait, avec le conseiller. Je suis en train de dire, voilà, bon, on fait quoi? Là, on fait ça, on investit comme ci, comme ça, ok. Et puis on repart, je sens qu'il y a un truc qui va pas, on est dans la voiture, elle parle pas et tout. Et puis elle, faut savoir qu'à cette époque-là, elle faisait un travail qu'elle aimait pas. Elle commençait à 4h du matin, elle finissait à 21h le soir, parce qu'elle était à l'époque infirmière libérale, elle gagnait plus de 4 000 € par mois, parce que ça aidait aussi nos investissements. Mais tout cet argent-là, elle ne le voyait pas, parce qu'on le réinvestissait de manière massive, si tu veux. Donc qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Un froid complet. Mais pourquoi? Parce qu'elle en a marre. Elle arrive à 32 ans, elle en a marre, elle est fatiguée, elle est usée, elle a mal au dos, elle fait des toilettes. Infirmière libérale, c'est un dur métier, hein. Faut pas croire, c'est pas simplement que les 4 000 € par mois qu'elle gagnait. C'est un dur métier, très long, très dur, très éprouvant. Et là, je me dis, ok, bon, change quelque chose parce que sinon tu vas la perdre réellement. Et je lui dis, stop, tu te mets en retraite. Donc à 32 ans, elle a pris sa retraite. Là, tu t'es dit, ok, si je continue dans le même mode, je vais la perdre. Je vais la perdre. Donc ouais. Elle était plus importante, oui, bien sûr, que le mode extrême dans lequel tu étais. Ouais. Et donc là, tu as décidé qu'elle parte à la retraite. Ouais. Donc déjà, la soulager de la pression et les heures qu'elle faisait. Ouais. Et en plus de ça, je sais que tu as changé ta manière de justement de dépenser. Donc tu t'es dit quoi en fait? Parce que tu aurais pu dire, bon, tu travailles plus, mais moi, je continue en mode extrême. Ce que je vais gagner, je continue moi en mode extrême. Tu apportes de la sécurité financière. Ouais. Elle n'a pas besoin de travailler. Non. Mais par exemple, est-ce que vous êtes partis en vacances depuis? Oui. Alors comment ça se fait? Pourquoi tu pars en vacances maintenant? Parce que j'en ai besoin de temps en temps. Ouais. Ça, faut pas se le cacher. Et puis parce que j'ai besoin de lui faire plaisir. Tu parlais d'Elon Musk, mais je suis un peu dans le même trip. Dans le même délire. Ouais. Si tu me fais travailler jour et nuit, c'est pas gênant. Tu kiffes faire ce que tu fais? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Ça c'est pareil, c'est un concept un peu illusoire, quoi.
que je comprends pas bien, tu vois. Ouais, l'entrepreneur, il doit kiffer sa vie, tu sais, sur Instagram, il a que des moments joyeux, etc., etc. Moi, il y a plein de choses dans ma journée que je fais que j'aime pas. Mais en fait, je crois pas en la motivation. Il y a plein de choses dans mes journées que je fais qui sont pas agréables, qui me provoquent pas des sensations de plénitude et de bonheur absolu. Ce qui me provoque de la plénitude et du bonheur absolu, c'est atteindre mes objectifs. Ça me fait triper. Quand je me dis que j'ai sur l'année prochaine plus d'une centaine d'appartements à vendre, ça m'excite. Quand j'arriverai au dernier appartement vendu, je me dirais, ça c'est chouette, tu vois. Toi, ce qui te plaît, c'est le processus de viser quelque chose de grand et d'avancer pour l'atteindre. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est que la réalité de ta vie, c'est qu'il y a des moments qui sont pas confortables et tu fais des choses qui te plaisent pas. Carrément. Attends, juste pour préciser, parce que c'est super important et je sais combien, surtout quand on a une audience qui est large, on peut avoir toutes les interprétations de ce que tu viens de dire. Et donc je veux aider à au moins clarifier peut-être ton propos. Ce qu'une personne pourrait entendre, c'est, je vais volontairement exagérer ce que l'extrême pourrait entendre. En gros, il a une vie de merde et il court vers un rêve plus tard. Donc je vais poser une autre question et ça va aider à clarifier, parce que je pense comprendre ce que tu veux dire et ça me parle vraiment. Hein. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une vie, même si tu n'étais pas entrepreneur ailleurs, où tu as zéro inconfort, zéro difficulté? Impossible. Donc ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'en fait tu es juste en train de dire la réalité de la vie de tout le monde. C'est-à-dire en gros tu es en train de dire, quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et qui te plaît, bah ça veut quand même dire au quotidien faire des choses qui sont pas confortables. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Pourquoi c'est important pour toi? Je sens que c'est important pour toi de parler de ça, parler du fait que ce soit difficile et challengeant et d'amener cette vérité. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que tu as commencé ce podcast comme ça. T'aurais pu dire... Non, tu as commencé ce podcast en parlant de ces nouvelles technologies. Moi, je vais avoir 38 ans. Alors, ça fait 7 ans que je suis sur Internet. Je suis un vieux, finalement. Quand tu regardes sur l'échelle d'Internet, 7 ans, c'est une éternité. Un peu comme toi, hein, on est des vieux d'Internet. On est la préhistoire. On est la préhistoire. Mais il y a eu tellement de choses. Tellement de promesses rapides et faciles. Quand tu vois ça sur Internet, des gens qui promettent des miracles sans rien foutre, tu vis quoi, toi? En fait, il y a deux sensations. Ça me gêne. Pourquoi? Mais en même temps, ça me gêne parce que c'est la réalité des choses. Et en même temps donné, j'essaye de faire prendre conscience aux gens que c'est eux les fautifs. Si un mec te propose de gagner de l'argent vite et facilement, et que tu l'écoutes, et que tu le payes pour qu'il t'apprenne ça, c'est toi le zozo. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que il s'agit pas de les diaboliser eux, non, pas mais de dire prends ta responsabilité. Exactement. Pourquoi tu crois en ce délire-là? Et je pense que le meilleur conseil que tu peux donner dans la vie, et je pense que c'est un conseil que tu donnes toi depuis de nombreuses années, c'est à partir du moment où tu seras dans le fait d'assumer pleinement le bien ou le mal de tout ce qui va t'arriver dans la vie, là, tu auras vraiment passé à un stade supérieur. Tu sais, on revient souvent à ce truc, vendeur de rêve. Même moi, on me le dit, hein, je suis un vendeur de rêve. Ça m'excite quand on me dit ça parce que je me dis, merde, enfin, on m'a tamponné, ça y est, je suis fier. T'es dans la catégorie vendeur de rêve. Oui, parce qu'on m'a souvent dit vendeur de cauchemar, donc je me suis dit... c'est bon, là, c'est bon, je deviens bankable. Mais pour moi, il n'y a pas de vendeur de rêve, en fait. Il y a des mecs qui saisissent des opportunités, et je vais être vulgaire un petit peu, désolé pour le podcast, mais il n'y a pas de vendeur de rêve, il n'y a que des acheteurs à la con. C'est simple, pour reconnaître quelqu'un qui est en train de te mitonner sur un process, un levier ou quoi que ce soit, si la promesse, elle est rapide et sans douleur... Ça pue. Ça pue. Fin. Donc, si toi, t'achètes ça parce que tu te dis, je vais consommer ça, et demain, au petit déjeuner, avec ma petite femme, autour de ma petite table, je vais être millionnaire, c'est toi l'idiot. Je sais plus quel conférencier américain, mais ça m'avait plus l'idée. Il demande à la salle qui est millionnaire. Donc, il y a très peu de gens qui lèvent la main. Et il dit, voilà, la plupart d'entre vous, vous allez aller regarder le match de foot, prendre une bière, rien foutre, et croire que vous serez un jour millionnaire. Mais ça arrivera jamais, en fait. Mais tu sais, hier, on était dans une conférence, toi et moi, il y avait plus de 500 personnes. Je trouvais ça extraordinaire, l'énergie, etc. Mais c'est comme dans tes conférences, où il y a plein de gens qui viennent avec plein d'énergie et qui repartent chez eux et qui finalement gardent les mêmes mécanismes. Ils sont pas meilleurs avec leurs proches, ils sont pas meilleurs avec leurs conjoints, ils sont pas meilleurs avec leurs enfants. Ou là, dans des conférences d'entrepreneurs où les mecs s'imaginent avoir des centaines de milliers d'euros récurrents par mois, demain, ils retourneront avec 1200 € par mois. Tu veux dire quoi? Bah là où je veux en venir, c'est que tout le monde n'est pas prêt à changer. C'est pas simplement une baguette magique. Si non, mais c'est d'ailleurs, moi je suis vraiment en phase avec ce que tu es en train de dire. C'est la raison pour laquelle le séminaire qu'on a créé, qui s'appelle par exemple Entraîner pour réussir, on l'a pas appelé Programmer pour réussir ou Réussite rapide ou je sais pas quoi, parce que je crois que ça se joue dans le fait dans ton quotidien et t'entraîner. Et paradoxalement, j'espère d'ailleurs que les gens qui nous regardent entendent ça dans ton message, parce qu'effectivement, t'arrives avec une vision qui peut faire peur.
Et je sais d'ailleurs dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont en train de se dire ouh là là, où il me fait peur. Et restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout, parce qu'en fait le message qu'il est en train de passer, tu vas me dire si je me trompe pas, hein, c'est possible de transformer sa vie. Absolument. C'est possible de passer du RSA à être millionnaire. Ouais. C'est possible de sécuriser sa femme et de l'amener à pouvoir ne plus, si elle veut, ne plus travailler pour le reste de sa vie à 32 ans. Ouais. C'est possible d'apporter de la sécurité à ses équipes, à ses salariés. C'est possible de contribuer au monde. C'est possible de contribuer à sa société. C'est possible de faire un truc comme ça qui a du sens, de gagner beaucoup d'argent. C'est possible. C'est ça tout le message que tu es en train de donner. Bien sûr. Et c'est d'autant plus possible quand tu arrêtes de croire à des fantasmes et que tu te mets à suivre des vrais process, des vraies Exactement. méthodes qui vont peut-être mettre un peu plus de temps que le miracle qui était vendu, qui vont demander un peu plus d'efforts. Mais si tu le fais, paradoxalement, et ça va avec la phrase que tu as donnée, j'ai mis 10 ans à être riche du jour au lendemain, paradoxalement, plus vite les gens qui nous écoutent vont se dire... moins de temps. Exactement. C'est dingue le nombre de séminaires où je vois des gens qui viennent me voir. La personne, elle en est à sa 39e fameuse opportunité qui devrait la rendre millionnaire. Et ce qu'elle comprend pas, c'est que si elle avait investi les 10 dernières années, plutôt que de courir comme un chien fou qui court vers la dernière croquette, ces 10 dernières années où au final, elle a quand même fait des trucs, elle est couru dans plein de directions, elle en avait choisi une, toi c'est l'immobilier. Ouais. Elle s'est dit, je vais passer, c'est un peu l'idée de Malcolm Gladwell, je vais mettre les 10 000 heures, ce que tu as fait largement en immobilier, je vais mettre les 10 000 heures là-dessus. Paradoxalement, elle va réussir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus en quantité, et en plus, le paradoxe de ton message, c'est qu'on pourrait se dire, il est en train de me dire que je vais pas y arriver, alors que moi, ce que j'entends, c'est plus vite t'acceptes que c'est ça la réalité et que tu te mets à vouloir suivre un vrai process, et c'est l'idée de ton livre, de ta formation en ligne, parce que encore une fois, toi, t'as pas besoin de faire ça, t'as ton activité immobilière, tu le fais pour contribuer. Plus vite t'acceptes qu'il y a un vrai entraînement à avoir, un process à avoir, plus vite tu peux réussir. C'est ça que tu veux dire ? Complètement. Voilà, je préfère quand même mettre ce truc-là, parce que si on arrête là, les gens vont pas comprendre. Ils vont juste partir en train de me dire je vais pas y arriver, il m'a déprimé à cause de ça, je vais pas y arriver. Mais tu sais, moi je l'ai eu énormément de fois. C'est-à-dire que moi j'ai vu plein de gens me dire je veux me lancer dans l'immobilier. Ok, pourquoi ? C'est la première question que je leur pose. Pourquoi ? Je sais pas, ça rend riche. Ok. Tu sais par où tu vas passer ? Ouais, moi je veux gagner 3-4 000 euros par mois, j'ai vu ça, on m'a dit, il y a un mec qui a fait des vidéos, il y a des promesses, machin, ceci, cela. Ok, ça marche. Déjà, tu fais de l'immobilier, il y a de la temporalité. Trouver le bien, ça va peut-être te mettre 6 mois, 1 an. Après, signer ton compromis, ça va mettre jusqu'à que tu l'achètes 3 mois. Tu vas le rénover, tu vas peut-être avoir 6 mois de travaux. Il va se passer 2 ans. Comment tu veux être millionnaire ? Tu vois ce que je veux dire ? Si tu suis des schémas dits classiques. Alors, tiens, justement, imaginons, tu connais Ray Dalio ? Non. C'est en gros un autre genre Warren Buffett, moins D'accord. connu. Mais il a cette idée d'être brutalement honnête. Je pense que ça te va bien Merci. comme phrase. Être brutalement honnête. Ça plaît pas à tout le monde. Non, mais ceux à qui ça plaît, ça va vraiment leur plaire. Donc j'ai bien conscience que c'est ça que t'aimes bien faire. Comment quelqu'un qui nous écoute, là, il pourrait se constituer ? Ce serait quoi les 3 à 5 conseils que tu pourrais donner pour se constituer un parc immobilier ? Soyons transparents, moi aujourd'hui, j'ai pas investi dans l'immobilier, j'ai investi dans des startups, dans ma propre boîte. C'est une erreur. Imaginons, tiens. C'est une erreur, David. Ok, alors c'est une erreur. On va rectifier ensemble cette erreur. Quelles sont les étapes ? Moi, je suis prêt à bosser. Je suis prêt à bosser fortement. Je suis prêt à me former. Je suis prêt à faire des erreurs. Je suis prêt même à perdre de l'argent et je suis prêt à mettre 10 ans. Tiens, c'est très bien ça. Est-ce que tu es prêt à tout perdre ? Tout perdre quoi ? Tout ton argent. L'argent que j'ai investi ? Ouais. Dans l'immobilier ? Ouais. Même j'ai envie de te dire, même si on l'étend même dans l'entrepreneuriat, le business, c'est ça en fait le message qu'il faut faire passer aux gens, c'est est-ce que vous êtes prêts à tout perdre ? Alors je vais te répondre. L'idée de tout perdre, elle est désagréable. Elle est désagréable. Elle est désagréable. Mais tu vois, encore tout à l'heure, on était dans la cuisine avec Timmy, je lui disais, j'ai une nouvelle idée. Elle va coûter cher. Oui, elle va coûter cher. Dans tous les cas, elle va coûter cher. C'est au moins 400 000 euros. Si on se rate, ça peut piquer à plein de niveaux, pas seulement financièrement. Mais si on y arrive, c'est fou. C'est fou. Ouais. C'est énorme. Je pense que ça peut donner de l'énergie à l'équipe, à tout le monde. Ça peut bousculer les mentalités. Donc oui, ça me parle. Maintenant, est-ce que j'ai envie de tout perdre ? Non, mais oui, je suis prêt à tout perdre. Et c'est important qu'on précise la différence. Il y a une différence entre vouloir tout perdre et être prêt à tout perdre. Hein. Donc oui, je suis prêt à tout perdre. Ce serait quoi pour moi les 3 à 5 étapes pour me constituer un patrimoine immobilier ? Déjà, la première des choses, c'est savoir pourquoi tu le fais. Faut que ça ait un sens, en fait. Ok, faisons-le. Imaginons, tu fais du consulting, tu accompagnes des personnes qui... Mais c'est la première des choses que je te demanderais, c'est pourquoi tu veux le faire, déjà. Alors, pourquoi je veux le faire ? Je veux le faire, ce qui me vient, sachant qu'on va pas prendre trop longtemps. Hein. La première chose, c'est que j'adore, je sais pas si c'est des bonnes raisons, mais en tout cas, j'adore tout ce qui est bâtiment. Je peux être fasciné
Même quand je vois l'architecture, j'aime ce qui est concret, palpable, solide. Donc il y a un truc qui me fascine dans l'idée que tu détiens quelque chose, que tu le possèdes. Alors c'est pas seulement que je possède, parce qu'un petit objet me fait chier. Les bâtiments, j'ai de l'admiration pour les bâtiments, les gros bâtiments. Donc ça c'est une première raison. La deuxième, c'est que j'adore les challenges. Ouais. La troisième, c'est que j'ai plein de clients qui sont investisseurs et ça m'intéresse d'être encore plus outillé pour comprendre leur univers, leur monde et les aider. Et j'adore l'idée de rentrer dans un truc que je connais pas et le découvrir. L'autre chose, c'est que je pense que c'est un super véhicule pour s'apporter de la sécurité financière. Une des réalisations moi, que j'ai eues il y a 3 ans, qui va dans le sens de certaines personnes qui nous écoutent, et ça va faire écho avec ce que tu disais dans Entrepreneur Citoyen. Je me suis rendu compte il y a 3 ans, si je tombe malade, si j'ai un accident, au-delà de moi, je mets en danger plein de personnes. Bien sûr. Je mets en danger ma femme, je mets en danger mes équipes, je mets en danger, entre guillemets, c'est pas autant, mais tous les clients qui croient en moi, qui croient en ce que je fais. Et je me suis rendu compte il y a 3 ans, tout est basé sur un seul endroit. Et c'était la réalisation de 3 ans de me dire, ok, il faut faire en sorte que cette organisation, elle puisse vivre sans moi. Donc l'immobilier pour moi, ça serait aussi le moyen d'apporter de la sécurité. Ben c'est ça justement, c'est que moi j'ai fait les choses à l'inverse. Je me suis protégé par un parc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un parc immobilier qui est là, qui est sécure, qui est pérenne. Alors, même si le marché s'effondre, même s'il y a une crise économique, voilà, tout ça pour moi, c'est de la philosophie. C'est un parc qui est payé, qui ramène des rentes. Ouais. Si demain, je me casse la figure sur mes sociétés, sociétés, elles ferment, c'est pas grave. Sur ce que j'entreprends, ça ferme, c'est pas grave. Mais il y a un parc immobilier qui me protège. Ouais. Moi, mes enfants. T'as 3 enfants, c'est ça? J'ai 3 enfants, ouais. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Après, tu t'amuses. Une fois que j'ai identifié mon pourquoi, la deuxième étape, c'est quoi pour moi? C'est de savoir combien tu es prêt à mettre sur la table. Comment je sais combien je suis prêt à mettre? Cette notion et ce rapport vis-à-vis du risque et par rapport à ce que tu as besoin pour te protéger. Nous 3, comme je te dis, on est très minimaliste. On dépense à peu près 5 000 € par mois. Alors, quand je dis ça, ça peut peut-être choquer des gens, mais... par rapport à ce que tu pourrais... Ouais, c'est-à-dire que chez moi, on mange bio. Enfin voilà, les enfants, ils sont en école privée. On n'est pas dans la consommation. Mais on dépense 5 000 € de charges courantes, frais fixes, frais variables. Donc je précise pour les personnes qui pourraient penser que c'est beaucoup par rapport à ce que tu pourrais faire. C'est ce que je veux vraiment t'expliquer. C'est-à-dire que je pourrais dépenser 15-20 000 € par mois, mais ça serait du surplus qui n'a pas de sens. Sauf qu'aujourd'hui, mon parc immobilier, si demain je décidais de le placer en parc immobilier, il me ramènerait 15-20 000 € par mois. Très facilement, avec une rentabilité à 6-7% net. Et donc, ça me protège complètement par rapport à ce que je dépense par mois et par rapport à ce que je pourrais consommer tous les mois. Et donc, c'est déjà ça, toi, qu'est-ce que tu as besoin? Combien tu dépenses par mois? Tu vois? Donc, combien j'ai besoin? Combien tu as besoin si demain, de revenus automatiques, touche du bois ou je sais pas, mais si demain il se passe quelque chose qui va pas bien, que tu peux plus faire fonctionner tes sociétés parce qu'elles reposent uniquement sur toi, comme tu l'as dit. Ce qui était le cas, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Hein. Ouais, mais... qu'est-ce qui pourrait faire que, tiens, on a quand même besoin dans notre vie au quotidien, avec ma conjointe, mes futurs enfants, combien on a besoin pour être bien. Serein. Donc définir le montant. Définir le montant. À partir de là, on va définir le marché. Une fois qu'on a défini le marché... Quand tu dis définir le marché, tu veux dire quoi? Le lieu où tu vas aller investir. La stratégie. Est-ce que tu vas faire du patrimonial? Si tu fais du patrimonial, bon là, on est dans... Comment tu choisis justement aujourd'hui? T'as une formation en ligne, je crois, là-dessus. Ouais. Toi, t'as choisi un véhicule, plusieurs? Moi, en fait, j'ai investi dans une ville de province parce que je suis né dans une ville de province qui était aussi propice à l'investissement immobilier avec des forts rendements et où tu pouvais en fait acheter à bas coût, faire des plus-values aussi intéressantes parce qu'on avait un parc assez vétuste et donc en le rénovant et en le revendant, tu faisais un flip, c'est-à-dire une plus-value immobilière. Et puis aussi parce qu'on pouvait, ce que j'appelle, générer un différentiel positif. Vu que j'achetais bas et que je louais assez cher parce que je faisais des belles rénovations, eh bien... Pour te donner un chiffre, je loue des appartements qui sont à 500 € et j'ai à peine 200 € de crédit dessus. Tu vois? Ce qui te laisse une largesse avant impôt de 300 €. Donc si tu le cumules par 5, par 10, par 15, par 20, par 100, ça commence après à devenir intéressant si tu veux. Comment je choisis? Moi, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai bien subi. Toi, dans la formation en ligne que tu as créée, ce que tu apportes en individuel, comment tu choisis ta manière d'investir? Ça se choisit par rapport aux orientations que tu veux faire. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit j'ai 1 million d'euros à placer et je veux pas me casser la tête et je m'en fous que ça me ramène plus de salaire que j'ai actuellement, je vais lui dire d'aller investir sur Paris, sur des bels emplacements, faire du beau patrimonial qui peut-être prendra de la valeur
Voilà, demain, tu as les JO à Paris. L'immobilier, il est en train de monter. On est plus vers les 15 000 maintenant que les 10 000 qui étaient auparavant au mètre carré. On va arriver peut-être à 20 000. Donc, à un moment donné, juste acheter et puis revendre dans 10, 15 ans, tu feras peut-être même une plus-value, tu prendras de la valeur. Donc déjà, c'est par rapport à toi, tes ambitions. Est-ce que c'est un complément de retraite que tu veux faire? Est-ce que c'est en vivre de tes loyers? Donc, il va falloir utiliser une stratégie peut-être plus agressive, avec des marchés un peu plus tendus, mais où tu vas acheter beaucoup moins cher que sur Paris, où tu pourras faire qu'un seul investissement. Ou c'est du patrimonial, tu vois. Donc, ça dépend déjà par rapport à ta stratégie. D'accord. Par rapport à ton ambition et ce que tu veux faire vis-à-vis de l'immobilier. Et à partir de là, eh bien, c'est une sorte de pieuvre, quoi. C'est des ramifications qui vont se faire par rapport à là où tu vas aller investir, ton idée de départ. Et pour la plupart des gens, tu penses qui me suivent, tu penses que... Est-ce que tu as, toi, un véhicule que tu penses qui peut parler à beaucoup de gens? C'est difficile parce que aujourd'hui, il y a tellement de gens qui te promettent, comme on en reviendra à la même chose, qui vont te promettre de devenir riche avec l'immobilier. L'immobilier rend riche. L'immobilier... va rendre stable et protecteur ton foyer. Ça, c'est une vérité absolue. L'immobilier est en train de changer par rapport à ces lois, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'immobilier courte durée parce que ça ramenait beaucoup d'argent, etc., etc. Ouais. Les lois sont en train de changer. Je veux dire grâce au Airbnb et tout ça. Tout à fait. Ouais. Les gens. Tu penses que toi, ça va être de moins en moins une opportunité? Depuis le départ. Quand c'est arrivé, je l'avais déjà dit sur ma chaîne. Ouais. Ça finira par se rétrécir. Évidemment, tu as un État qui est là à scruter, où ils peuvent prendre de l'argent et de l'impôt. Donc, à un moment donné, quand tu as des bailleurs qui sont particuliers et qui peuvent faire plein d'argent. C'est normal. Et puis derrière, il y a les lobbies des hôtels qui sont là, qui disent, attendez, le particulier, il n'est pas taxé. Surtout qu'un hôtel doit avoir une licence, non, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Un particulier n'est pas taxé, il paye un impôt qui est quasiment minime, et puis il peut s'en mettre plein les poches. Alors que nous, on a des restrictions, des charges, etc., etc. C'était l'ubérisation de l'immobilier. Forcément, à un moment donné, il fallait bien que l'État régule ce genre de choses. Après, c'est difficile parce que beaucoup de gens veulent s'enrichir vite et grâce à l'immobilier, c'est-à-dire en vivre rapidement. Mais je peux pas le promettre à moins de 5 ans, minimum. Donc toi, ta promesse aujourd'hui, quand tu accompagnes les gens, c'est quoi? C'est ça, c'est d'en vivre en minimum 5 ans. Tu peux en vivre en minimum 5 ans. C'est-à-dire en gros que tu peux arrêter ton job après 5 ans. Mais après, c'est relatif. Mais non, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça. Je sais que tu as envie d'être brutalement honnête et je te remercie. J'espère vraiment. C'est compliqué pour moi. Je sens que c'est compliqué. Ça fait 7 ans que c'est compliqué sur ma chaîne à expliquer des choses. Mais j'ai envie de te donner aussi un truc qui va t'aider parce que moi j'ai beaucoup galéré là-dessus. Je sens que tu as un tel désir de dire ce qui est vrai, comment ça se passe réellement. Il y a besoin de ça. Maintenant, tu vois. On va leur dire que c'est possible. Ouais, en fait, non, mais je vais te partager un truc comme ça qui m'a aidé. T'as entendu parler du film Le Secret ou pas? Ouais. Donc Le Secret, il te dit que si tu mets tes pensées, eh ben tu vas être millionnaire, avoir ta Ferrari et j'y ai cru, tu vois. J'y ai cru à tel point d'ailleurs qu'en plus j'étais tombé dessus sur un site pirate. Donc t'imagines, j'ai l'impression de découvrir le secret. Tu vois, j'étais dans la chambre de l'ordinateur, de la chambre chez ma mère. J'ai découvert le secret. Je m'étais dit, je vais le garder pour moi. Et je me suis vraiment dit, putain, ma vie va changer. J'ai 18 ans, je découvre le secret. Et j'ai cru, mais comme un dingue. Et je me suis mis à visualiser et faire tous les trucs. Et bon, tu te doutes bien qu'il y a aucun tas d'or qui s'est pointé. Mon corps a pas changé. Et puis je suis parti aux États-Unis, je suis allé interviewer la moitié des gens qui ont fait le film Le Secret, donc j'ai envie de comprendre. Et puis j'ai eu encore un genre de virage où j'ai commencé à me dire, je veux être brutalement honnête, et j'ai commencé à faire que répéter aux gens, non, la réalité c'est que c'est dur, la réalité c'est que ça demande de s'entraîner, parce que quelque part j'avais eu l'impression d'être dupé, tu vois, de me dire, attends, on m'a vendu un rêve, on m'a vendu un fantasme, et d'être un peu en mode, je veux rétablir pour les gens la vérité. Et ce que j'ai compris, parce que moi j'ai tendance à, je crois, parfois être trop honnête dans les séminaires des fois, et je sens l'ambiance dans la salle. Ça plombe. Je sens l'ambiance dans la salle qui me regarde. Oh merde, je pensais qu'il allait me dire que ça allait être tout facile. Et j'ai lu une étude scientifique récemment qui m'a fait réfléchir. Quand je dis récemment, c'est peut-être il y a 2 semaines. Et l'étude disait, ils ont pris un échantillon très large de personnes. Et à certaines personnes, ils faisaient ce qu'on appelle le pré-mortem. Donc le pré-mortem, c'est inspiré de la protection des présidents. Donc à la morgue, quand quelqu'un est mort, tu fais le post-mortem. Tu essayes de comprendre pourquoi il est mort. Le pré-mortem, c'est essayer de comprendre s'il mourait, qu'est-ce qui ferait qu'il meure, dans l'objectif qu'il meure pas.
Et moi, quand j'ai découvert cette stratégie du pré-mortem il y a 2-3 ans, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Ça va avec Warren Buffett, par exemple. Sa manière d'investir, elle est très proche de ta manière de voir. C'est-à-dire, quels sont les inconvénients, c'est quoi les problèmes. On est très pragmatique, on est très concret, on n'est pas chez Bisounours. Et j'ai commencé à être ultra fan de ça et partager à fond ce message de il faut être vrai avec les gens, il faut leur dire que c'est dur, il faut leur dire que c'est pas facile. Et dans cette étude, ce qu'elle montrait, et moi, ça me fait réfléchir sur comment ajuster mon message dans le futur. Donc, ils étudient, après le message qu'ils leur donnent, la performance des gens, d'accord ? Et ils se rendent compte qu'il y a une partie des gens, quand tu leur dis que c'est dur, quand tu leur fais lister les inconvénients, quand tu leur fais voir tout ce qui pourrait mal se passer, surperforment, cartonnent derrière. Mais il y a un autre type de personnes qui, quand ils entendent trop que c'est dur, sous-performent. Et je me dis, putain, c'est intéressant. Et c'est intéressant du coup par rapport au secret et du coup le rôle qu'ils jouent sur le marché. C'est que quand tu es au tout début, tu as besoin d'une dose de fantasme. Parce que si on te dit trop comment c'est réellement, t'y vas pas. Et moi, ça m'a fait réfléchir, de me dire, tiens, parce qu'avant, ce que j'associais, c'est de me dire, maintenant, je vais mentir aux gens si je leur dis que c'est facile. Et j'étais pas à l'aise avec ça. Et ce que j'ai compris dans cette étude, c'est qu'un enfant, il a besoin de rêver qu'il sera Spider-Man quelque part. Et je me suis dit, ok. Et je t'avoue que je sais pas encore comment je vais me démerder avec ce truc-là. Hein. Et donc, je te partage, là, j'en ai jamais parlé sur YouTube. C'est la première fois que j'en parle. Mais je me suis dit, ok, ça a un rôle que sur YouTube aussi, de temps en temps, je vende du rêve. Parce que si je le fais pas, il y a des gens qui vont, tu vois, entre guillemets, la petite fleur en eux, elle va être écrabouillée parce c'est pas le moment d'entendre que c'est trop dur. Donc voilà, je sais pas, je t'en parle, je sais pas, ça fait quel écho là ce que je te dis. Mais ça fait un écho qui est, on est un peu dans cette schizophrénie en fait. C'est-à-dire que moi j'essaie de véhiculer un message en disant aux gens que c'est possible tout en leur disant que c'est impossible. C'est compliqué cette histoire. C'est clair. C'est possible pour celui qui s'en donne les moyens, c'est possible pour celui qui l'a au fin fond de son ADN. Ça, j'en démords pas. Pour moi, tu l'es ou tu l'es pas. Donc, essaie de savoir si tu l'es. Teste. Si tu l'es pas, reviens à ce que tu étais auparavant. Mais va pas t'acharner sur un truc où tu vas te casser les dents à chaque fois. Où tu vas prendre peur, où tu vas te poser 150 000 questions. Ça sera pas fait pour toi. Maintenant, oui, c'est possible. Moi, j'ai une vie, je te dis, hein, j'ai passé peut-être 10 ans... de lourds sacrifices, de verser des larmes de sang, mais j'ai une vie magnifique aujourd'hui. Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que j'ai un foyer extraordinaire. Voilà, j'ai la vie que je veux avoir. Et je continue à performer pour continuer d'atteindre des nouveaux objectifs. Donc oui, c'est possible. Et puis pour autant, il y a 10 piges, j'avais 460 € tous les mois. Donc c'est possible. Bon. C'est possible. Maintenant, mets mes godasses, mets ma veste et vas-y, fais la même chose. Tu dois marcher dans du caca avant de marcher sur les diamants. Avant de marcher sur des diamants, ouais, exactement. Ma dernière question, c'est si je te téléportais dans le passé et je te ramène au moment où tu as la saisie avec ton papa et tu peux parler au jeune Hassan à ce moment-là, tu lui dis quoi? Je dis tu vas avoir une vie incroyable. Ah ouais, complètement. Complètement. Et je remercie... toutes ces personnes. Moi, je suis très reconnaissant sur la vie que j'ai. Et je suis très... moi, je t'ai dit, je suis heureux. Il y a des jours où c'est très dur pour moi. Physiquement, c'est très, très compliqué. Mais je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que j'associe en fait deux paramètres dans ma vie. C'est-à-dire que mon business, je m'y projette comme si j'étais immortel. C'est-à-dire que moi, demain, si tu me dis « Hassan, est-ce que tu seras milliardaire ?» Je te dis sans hésitation « oui ». Pourtant, je ne serai peut-être pas, mécaniquement. Mais sans hésitation, je vais te dire oui. Pourquoi ? Parce que je ne me vois pas mourir dans mon business. En revanche, je vis comme si je meurs demain. C'est-à-dire que tous les jours, je pense que c'est mon dernier. Donc tous les jours, je me dis, chouette, je me suis réveillé. Cette journée, c'est un cadeau. Ouais. En associant ces deux choses-là, je crois mon business et je prends conscience de ma vie. C'est les deux paramètres que j'ai mis en place dans ma vie. Et je ne sais pas si ça... aidera les gens qui écoutent. Mais... je vais même appuyer ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire, et je sais pas si tu le sais, notre cher Marc Aurèle, qui est un des plus gros empereurs romains de l'histoire, il avait un credo qui dit exactement ce que tu dis, et il disait, selon lui, qu'il aurait jamais eu cette réussite si c'était pas dit tous les jours que quelque part, cette journée pouvait être la dernière. Il disait ça non pas dans un sens pessimiste, genre je peux mourir, c'est grave, mais dans le sens, t'as 24 heures, c'est précieux, fais-en un chef-d'œuvre en fait, fais-en. Donc voilà, sache que t'as la philosophie de Marc Aurèle. J'ai une philosophie d'empereur, attention à mon ego. Attention. En tout cas, non, je te remercie. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager? Déjà, j'invite les personnes à lire ton livre, à te suivre. Je pense qu'ils ont bien compris là
que ça va être brutalement honnête. Je me demande si on va pas appeler une partie de l'interview Hassan B de RSA à millionnaire brutalement honnête. J'aime bien ça. Et voilà, pour moi en tout cas, pour les personnes pour qui ça a bousculé, je le redis, c'est le point commun de tous les grands. Tous les grands, ils sont prêts à entendre des trucs difficiles. Donc si les gens nous ont écoutés et Qui sont encore là. et qui sont encore là, il y a des grandes chances que quelque part, même si c'est pas agréable, bah voilà, c'est possible. Et est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaites partager aux personnes qui nous écoutent? S'il y a un jeune qui nous écoute, s'il y a une personne de 50 ans qui nous écoute, ce serait quoi ton dernier message? J'ai commencé avec un blog sur Internet qui s'appelait Le Rêve Américain. Ouais. Parce que j'ai commencé avec cette idée du rêve américain. Moi, j'ai grandi avec les films de Rocky, cette ambiance de t'es personne, tout est possible. Ça a vraiment fait écho en moi. Ça m'a, tu vois, Rocky, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Dès que je vais pas bien, je me mets un Rocky et je me. T'as une scène préférée? Pas forcément, des musiques, un truc, tu vois, un mécanisme, un ancrage psychologique. Je mets. Ça représente quoi là? Si je te mets Eye of Rocky, the Tiger, ça y est. Si je te mets Rocky, qu'est-ce qui se passe en toi? J'enlève la veste. Et puis, il y a toute l'équipe, les gars. Là, on y va. Hein. On y va. Non, mais c'est un truc qui me remet de l'énergie. Tu l'utilises quand c'est des moments plus durs? Ouais. Quand ça va pas. Donne-moi, tiens, les dernières. Donne-moi un jour où c'était vraiment dur et t'as mis Rocky et ça t'a rebranché à qui t'étais. Un jour où Rocky, ça t'a vraiment aidé à te relever. En fait, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours fait tapis. Tout le temps. Si j'avais 100 000 euros et que c'était mon seul capital, je remettais tout. Tapis. All-in. À chaque fois. Je le suis encore. Tout le temps. Tout le temps. Même si j'ai sécurisé une certaine partie, c'est toujours risqué. En dehors de cette partie sécurisée, sur la partie avec laquelle tu joues, tout le temps. Tapis. Et quand tu fais tapis, bah il y a des moments où t'as peur. T'es pas bien. Ouais. T'es pas bien, tu te dis, oh là, moi j'ai 14 salariés qui vivent sous ma croupe. Je suis en train de monter un réseau d'agents immobiliers qui commence à prendre de l'ampleur. Waouh. J'ai fait tapis. Peut-être été un peu hard dans ce que j'ai fait. Si ça matche pas, je vais pas être bien. Et donc, t'as des moments de sensation où ça va pas. Ça va pas, tu te réveilles un matin, t'es pas bien, tu sais pas comment payer tes charges, tes traites, tes machins, tes ceci, cela. T'ouvres Instagram, t'as un mec qui t'a dit chauve parce qu'il n'aime pas ta tête ou parce qu'il vient de te voir en publicité. Tu le vis comment, toi les... Ça dépend, ça. Ça dépend de ton niveau d'énergie. Quand t'es bien, ça va, mais à un moment où t'es... Bah évidemment, ça pour moi c'est pareil. N'importe qui te dit ouais allez, t'es là, ça, je m'en fous. C'est faux. C'est faux, c'est impossible. Ton niveau d'énergie peut pas être toujours constant, au top. Tu peux pas être un mec qui est toujours au top. Forcément, à un moment donné, ça s'égratine un petit peu. Et quand t'as quelqu'un, ou le commentaire, ou la personne, ou ta famille, ou tout le même jour. Tout le même jour. Et puis que tu vois un truc, moi je reçois des trucs, j'aimerais que tu meurs. La journée où tu dis, putain, j'arrive pas à financer mon truc, tu vois. Et ben, ça te touche à des moments. Puis à d'autres moments, ça te fait délirer. Moi, j'aime bien leur répondre, tu vois. Des fois, ça me fait... Des fois ouais, ça m'éclate. C'est à ce moment-là où je pense que j'ai eu une journée comme ça, il y a même pas si longtemps que ça, où je me suis mis Rocky, je me suis dit, ouais, c'est bon. On y va. On est dans la partie. Ouais, non, mais on y va. On a la tête dedans, je fais all-in. Responsable de tout, en fait. C'est-à-dire que c'est pas de la faute d'un environnement extérieur, de mon client qui m'a pas payé. C'est moi. C'était responsable. Je suis responsable, j'ai pris ce risque et je fais. Et donc, en fait, pour en revenir à ça, à rêve américain, aujourd'hui, j'ai envie de partager le rêve français. De dire à n'importe qui, quelle que soit ta condition sociale, l'endroit où tu es venu, peu importe qui tu es, tu peux réussir. À partir du moment où tu as 2 bras, 2 jambes, et que tu es connectivement, intellectuellement viable, on va dire. T'as accès à tes neurones. Voilà, que tu as accès, que ça match, et ben ça va être jouable pour toi. Si tu t'en donnes les moyens, ça va être jouable. Donc c'est pour ça... Pour moi, c'est possible, et j'encourage aussi, c'est possible, d'avoir ce rêve français et de devenir contributif et un entrepreneur citoyen. Cool. Merci à toi en tout cas. C'est moi, c'est un énorme plaisir de passer chez toi. Avec plaisir. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.